Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, il n'y a pas d'âge. Et non, il n'y a pas d'âge pour s'indigner. Bonjour David Arthur. Mais bonjour Jean-Marie Bordry. Vous nous emmenez à Marseille aujourd'hui. Et je vous emmène à Marseille pour pousser un coup de gueule contre une situation, mais alors complètement hallucinante, qui m'a été révélée par le journaliste Fabien Ledu de France Bleu Provence, à qui je tiens à rendre hommage pour son investigation. Depuis 2 ans, les élèves de l'école André Allard dans le 15e arrondissement de Marseille ne peuvent plus aller en récréation ou faire du sport dans la cour de leur école, car des gens bien intentionnés qui vivent dans les immeubles autour de la cour jettent des déchets et des objets contendants par leurs fenêtres. C'est incroyable. C'est complètement incroyable. Alors pour parler de ce véritable fléau, nous recevons Jacqueline Tahir, qui est représentante des parents d'élèves de l'école André Allard. Bonjour Jacqueline Tahir. Bonjour. Bonjour. Alors Jacqueline, quels sont, en plus des injures, les objets qui sont lancés sur les jeunes élèves et les enseignants de cette école élémentaire ? On a divers objets. On a des oignons, des pommes de terre. On a eu des excréments, de l'urine. On a de la drogue, des pétards, un sabre, des médicaments. Vous avez eu, je crois, aussi des préservatifs usagés, si je dis pas de bêtises. Oui aussi. Alors, en gros, Jacqueline, pourquoi les habitants de ces immeubles jettent-ils des choses dans la cour ? D'après des témoignages, c'est peut-être à cause du bruit des enfants qui crient lors des récréations. Ça les dérangerait. Mais alors, on est d'accord que beaucoup de gens ont emménagé dans ces immeubles après la construction de l'école, et donc l'école était déjà ouverte. Hein ? Oui. Oui. Ah, mais... Est-ce que vous avez peur pour vos enfants face à cette situation ? Oui, bien sûr. Moi, j'ai peur qu'ils se prennent quelque chose sur la tête, ou bien qu'ils puissent avaler fait quelque chose, un médicament, par exemple. J'ai des médicaments qu'ils prennent, ils avalent, ou même de la drogue. C'est très dangereux, tout ça. C'est incroyable. Ils ont juste une question. Ils ont quel âge ? De quel âge à l'école, ces enfants qui sont visés par les voisins De 3 ans à 10 ans. Et alors, est-ce que les enfants ont peur de cette situation ? Quel est leur état ? Oui, il y a des enfants qui ont peur. J'ai eu des témoignages des enfants qui ont peur de se prendre quelque chose sur la tête, qui sont désespérés de ne plus pouvoir jouer dans la cour normalement, faire le sport normalement. Ils sont frustrés. Oui, parce qu'il faut expliquer aussi que donc, quand les enfants sortent à l'extérieur, ils sont sous un préau qui a un toit en dur et où ils ne peuvent pas être atteints par les objets. C'est ça, ils restent sous le préau. Voilà. Alors, vous avez alerté à maintes reprises les pouvoirs publics. Comment, jusqu'à présent, la mairie et la police ont réagi ? Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Alors, la police avance bien dans leur enquête. Ils nous ont bien rassurés qu'ils ont interpellé 29 personnes, que des empreintes ont été prises. L'enquête est en cours, ça avance bien de leur côté. Au niveau de la mairie, c'est vraiment décevant de leur part. On nous a promis des choses, ils sont engagés à mettre des filets, à nous aider. Et là, qu'est-ce que je découvre hier ? Qu'ils ont mis une pergola. Oui, c'est-à-dire que, en fait, alors vous aviez demandé qu'il y ait des caméras qui puissent être posées pour qu'on puisse savoir d'où partaient ces objets. Oui. La mairie vous a refusé ça. La mairie a préconisé, au bout de 2 ans, a préconisé la pose d'un filet entier sur toute la cour. C'est-à-dire ce qui est comme dans les cours de prison. Oui, c'est ça. C'est pas du tout anxiogène pour les enfants. Et donc de ce filet, on est passé à une petite pergola finalement depuis hier. Exactement, c'est ça. C'est encore pire que le filet. Et alors, avec d'autres parents en marge de la police, vous avez enquêté pour trouver les responsables, savoir qui envoyait les choses. Est-ce que vous avez reçu des menaces ? Est-ce que certains parents ont eu des menaces ? À ma connaissance, oui. Certains parents qui sont passés ont eu des menaces. Du coup, maintenant, ils ne veulent plus témoigner avec leur nom. Moi, pour ma part, je n'ai pas eu. Mais je sais que depuis qu'on a médiatisé tout cela, qu'on a fait remonter des informations auprès de la mairie, les jets se sont accentués. Ça s'est aggravé. Oui, donc on est dans une situation qui devient de pire en pire. Oui. Et alors concrètement, vous aviez une réunion la semaine dernière avec les pouvoirs publics. Et quel est votre espoir aujourd'hui, Jacqueline ? Nous, ce qu'on souhaite, c'est, lors de la réunion, ce qui est sorti, c'est déjà la mairie a décidé de mettre un filet, alors que c'était pas une solution pérenne. Ils nous ont dit que c'était provisoire. Ensuite, nous, ce qu'on voulait, c'était les poser des caméras, même thermiques, ou bien la délocalisation de l'école.
Oui, et finalement, personne ne fait rien. Non, personne ne réagit. Il y a ça, monsieur Delogu qui nous a soutenus, qui est venu nous voir. Député insoumis de Marseille. Oui, il essaye, pour le moment, il n'y a que lui qui nous suit et qui nous aide dans nos démarches. Donc là, on peut pousser un appel quand même, parce que on peut interpeller le maire de Marseille, Benoît Payan, et puis la maire du 15e arrondissement, Nadia Boulinseur. Je ne sais pas, bougez-vous. Écoutez, elle était là à la réunion. Oui, parce que ça fait quand même 2 ans. Oui, ça fait 2 ans qu'on demande la pose de filet. Et les jets, ils durent depuis 4 ans. Oui. Voilà. Et à la réunion, elle était là, Mme Boulinseur. Et justement, moi, j'ai montré mon mécontentement pour la pose du filet, parce que ce n'était pas une solution. Les jets peuvent passer à travers, que ce soit les jets liquides, ou ils jettent un pétard, ça peut prendre feu, le sabre, il peut transpercer, les médicaments, ils passent à travers. C'est pas du tout sécurisant. Et en plus, ça fait effet prison. Les enfants, ils sont pas à l'air libre, ils n'ont pas de soleil. Là, avec la pergola, c'est pire. Bon, honnêtement, on est très déçus. Bon, bah écoutez, Jacqueline, on reste en contact. Puis bon courage, voilà, surtout. C'est une affaire qu'on va suivre. On vous félicite quand même énormément pour ce combat que vous menez pour les enfants. Et oui. On aurait bien, les parents des gars, on aurait bien sollicité l'aide de M. Huguet, qui est adjoint au maire, qui s'occupe de l'éducation. Et qui jusqu'à maintenant vous a pas reçu? Non. Bon, bah écoutez, écoutez, le message sera passé en tout cas et on lui transmettra. Et d'ailleurs, les équipes de la municipalité marseillaise peuvent aussi venir vous répondre et vous dire où elles en sont et ce qu'elles comptent faire. Merci beaucoup, bon courage et prenez soin de vos enfants. On vit dans un pays où des adultes balancent des sabres et des excréments sur des gosses de 3 à 10 ans quand même. On en est là, David Arthur. Voilà, on en est là. Ça se passe à l'école André Allard dans le 15e arrondissement de Marseille. C'est juste en bas de chez nous. Et on en reparlera tout à l'heure avec vous à midi dans Il n'y a pas d'âge en compagnie de Catherine Bully. On parlera de quoi d'autre? En compagnie de l'excellente et pétillante Catherine Bully. Absolument. Nous parlerons de Y a pas d'âge pour oser en parler, des abus de faiblesse à l'égard de nos parents, aides ménagères, thérapeutes, comment s'en sortir. Nous allons aborder aussi, donner un vrai conseil, Y a pas d'âge pour payer moins cher son électricité. On va vous faire découvrir les énergies 100% renouvelables avec Équateur, le 5e fournisseur d'électricité en France. Vous allez réaliser 14% d'économie sur votre prochaine facture d'électricité. Et Didier Barbelivien sera avec nous. Il viendra fêter son 70e anniversaire. Il a des chansons plein la tête et un roman qui sort. Il n'y a pas d'âge pour fêter ses 70 ans. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, David Arthur. À tout à l'heure. Sud Radio, il n'y a pas d'âge. Avec Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971. Cochonou, un petit bout de chez nous. Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, il n'y a pas d'âge. Catherine Bully, David Arthur. Bonjour à tous, vous êtes peut-être sur le point de déjeuner. Merci d'être avec nous sur Y a pas d'âge jusqu'à 13h pour une heure de conseils, d'infos autour des sujets qui vous concernent tous. Et aujourd'hui, Catherine au sommaire. Il n'y a pas d'âge pour oser en parler des abus de faiblesse à l'égard de nos parents, les aides ménagères, les thérapeutes. Comment va-t-on s'en sortir? Il n'y a pas d'âge pour s'informer. La hausse du prix des mutuelles serait due aux frais de gestion. Ils ont beau dos, les frais de gestion. On vous éclaire sur le sujet. Il n'y a pas d'âge pour pousser un coup de gueule contre le fait que les élèves d'une école de Marseille ne peuvent plus aller en récréation ou faire du sport dans la cour de leur école. Parce qu'il y a des gens bien intentionnés, vivant dans les immeubles autour, qui jettent des déchets, des objets contondants par la fenêtre. C'est dingue quand même. Il n'y a pas d'âge pour payer moins cher son électricité. Découvrez les énergies 100% renouvelables. Et avec Équateur, 5e fournisseur d'électricité en France, vous allez réaliser 14% d'économie sur votre prochaine facture d'électricité. C'est garanti. Il n'y a pas d'âge pour conserver une belle peau cet hiver. Découvrez les soins incontournables pour garantir éclat et souplesse à votre peau malgré les écarts de température. Un coup de cœur très spécial aujourd'hui destiné à rendre hommage à l'une de nos plus grandes chanteuses françaises, Sylvie Vartan, qui vient d'annoncer qu'elle prépare son dernier concert. Il n'y a pas d'âge pour aller au théâtre et découvrir Le Prix de l'Ascension, une pièce cynique et mordante sur les coulisses de la politique et surtout sur l'ascension des jeunes politiciens énarques. Et l'invité surprise de cette semaine est Didier Barbelivien qui va venir nous faire découvrir son nouveau roman et nous parler de son 70e anniversaire qu'il fêtera le 10 mars prochain sur la scène des Folies Bergères. On est très content de le recevoir.
Sud Radio, y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour protéger nos parents des abus de faiblesse en hausse depuis quelques années. Tous les jours, un abus de faiblesse serait dénoncé sur personnes âgées ou vulnérables à Paris. On parle d'aide à domicile, de détournement d'argent, de thérapeutes qui incitent à la prise de rendez-vous réguliers sur le long terme. Le nombre d'abus de faiblesse a bondi de 30% en un an, passant de 283 à 389 procédures entre 2022 et 2023, David, ce qui est dingue quand même. Sans parler de tous ceux qui n'osent pas porter plainte, évidemment. Bonjour, Maître Trinquet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate au barreau de Paris. À partir de quel moment considère-t-on qu'il y a abus de confiance ou abus de faiblesse, Maître ? Alors déjà, l'abus de confiance et l'abus de faiblesse, ça n'est pas la même chose. Là, on parle de l'abus de faiblesse. Et l'abus de faiblesse, il est défini pénalement. Le code pénal le définit, prévoit qu'il est sanctionné de 3 ans d'emprisonnement et de dommages et intérêts ou d'amende. Oui. Et il est très strictement défini. Et il y a 2 conditions. D'abord, il faut que la personne soit dans un état de faiblesse. Alors, une personne qui est âgée, qui a une infirmité, une déficience physique ou psychique, elle est en état de faiblesse. Et il faut ensuite des pressions qui sont graves en général et réitérées, qui conduisent effectivement cette personne qui est vulnérable à commettre un acte ou à ne pas en commettre, mais en tout état de cause, ça lui soit très préjudiciable. Il faut ces 2 éléments pour qu'il y ait effectivement l'abus de faiblesse, qui, je le rappelle, est une infraction pénale. D'accord. Alors, cher maître, pour rentrer dans le vif du sujet, quels sont les moyens les plus courants utilisés pour abuser d'une personne ? Alors, on va du simple au plus gentil, au plus grave, Oui. si je puis dire. Bon, vous avez classiquement le démarchage à domicile. Vous savez, quand un démarcheur appelle, qu'il harcèle, qu'il essaie effectivement de faire en sorte que son interlocuteur souscrive un contrat ou autre, ça c'est ce qui est le plus classique. Ça peut être aussi des transactions qui sont conclues dans l'urgence. Par exemple, la victime, elle n'a pas de devis, elle paye la facture parce que effectivement on lui met une pression folle. Et il y a des actes bien plus graves. Par exemple, l'aide ménagère, la femme de ménage, qui s'occupe d'une personne très âgée, qui a un Alzheimer mais qui n'a pas, par exemple, de mesures de protection. Eh bien, cette aide ménagère, elle peut conduire sa patronne, puisqu'il s'agit là de sa patronne, à rédiger une donation, un testament en sa faveur, alors même que, évidemment, l'aide ménagère sait pertinemment que la personne n'a pas sa capacité d'esprit pour consentir cette donation. Ça, c'est vraiment l'acte le plus grave. D'accord. Alors, si un membre de la famille se rend compte, en fait, qu'il y a eu, soit une disparition d'objets, soit on se rend compte qu'il y a des virements non justifiés, qu'est-ce qui peut être fait si on n'a pas de preuves absolues? On peut quand même agir ou il faut des preuves absolues? Alors, des preuves absolues, peut-être pas absolues, mais en tout état de cause, il faut quand même un commencement de preuve. La vraie difficulté, si vous voulez, c'est que, en général, les personnes qui, effectivement, se rendent compte de ces difficultés sont les proches, les enfants, les cousins, etc., un entourage proche. L'entourage proche, déjà, la première des choses qu'il doit faire, quand il a des éléments, des commencements de preuve, alors ça peut être quoi? Ça peut être un relevé de compte où on voit qu'il y a beaucoup de débits, il y a beaucoup, effectivement, de dépenses qui ne correspondent pas aux dépenses de la personne qui est en vulnérabilité. Donc, la première des choses qu'il doit essayer de faire, c'est de convaincre la personne vulnérable de déposer plainte. Parce que c'est elle qui doit déposer plainte. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, s'il n'y parvient pas, il peut effectivement écrire au procureur de la République pour signaler les faits délictueux. Et c'est le procureur de la République qui décidera d'engager des poursuites pénales. Et peut-être d'ailleurs de saisir un juge des tutelles pour mettre en place une mesure de sauvegarde pour protéger la personne qui doit être protégée. Donc ça, c'est la voie pénale. Mais l'entourage, il peut également... Alors, s'il n'a pas vraiment de plainte avant le dépôt s'il n'a pas vraiment de preuve avant le dépôt de la plainte pénale, il peut déposer une main courante. Ça trace, c'est une déclaration, mais en disant qu'il a des suspicions de faits pas très nets qui sont accomplis par la personne. Et puis ensuite, à part ces sanctions et ces voies pénales, il y a la possibilité, mais là encore, c'est la personne en état de vulnérabilité qui doit agir, de solliciter une résolution du contrat, par exemple dans le cadre d'un démarchage à domicile, à l'amiable ou par la voie d'un juge, et d'obtenir des dommages et intérêts pour qu'effectivement l'acte donc soit annulé. Ah oui. Bon, et alors, si on n'a pas d'enfant, on vit seul,
Est-ce que les voisins ont un rôle à jouer dans ça ou pas pour vous? Oui, alors c'est amusant ce que vous m'indiquez, parce que la question que vous me posez, moi j'ai eu un dossier là très récemment, ça va illustrer mon propos. C'est une vieille dame qui avait un Alzheimer, 90 ans, et qui avait pas d'enfant, pas de mari, son mari était décédé, et elle était dans une copropriété, donc elle avait des voisins. Et son aide ménagère, qui était une jeune femme de 20 ans, a abusé d'elle, puisqu'elle lui a fait souscrire un testament en sa faveur. Ah oui. Et en fait, le voisinage s'est rendu compte que cette vieille femme allait pas bien, parce que elle oubliait des affaires, elle fermait pas sa porte, etc. Et c'est ce voisinage qui a fait un signalement. Et aujourd'hui, les amis de cette vieille femme qui ont saisi le tribunal pour faire annuler le testament au profit de la jeune femme ménagère, eh bien, ils ont obtenu des attestations du voisinage qui indiquent qu'effectivement, la vieille dame n'avait pas toute sa tête et qu'elle a été abusée par l'aide ménagère. Donc, vous voyez, le voisinage, les amis, même quand il n'y a pas de famille, ils peuvent intervenir et leur témoignage peut être précieux après. Oui, donc vous soulignez quelque chose d'important qu'il faut redire, c'est qu'on a tous un rôle à jouer vis-à-vis des autres et qu'il faut être vigilant dans nos immeubles. Exactement, parce qu'effectivement, ça peut permettre, en l'occurrence, dans cette situation, le testament, il va probablement être annulé. Parce qu'on a eu un expert qui nous a dit que cette vieille dame n'avait pas toute sa tête, qu'elle avait été abusée, un expert, donc un médecin. Et donc, il est fort probable que le juge annule ce testament. On peut se mettre en rapport avec, si on est un membre de la famille, évidemment, parce qu'à l'extérieur, c'est difficile, mais si on connaît la banque de la personne, est-ce qu'on peut signaler ou demander à la banque de faire attention, de jeter un coup d'œil, de regarder, parce qu'on a une suspicion de mouvements qui sont suspects? Oui, moi j'ai une confiance assez limitée sur la capacité d'action de la banque, mais je pense que de toute manière il faut le faire, parce que si vous le faites, vous allez tracer par un courrier que vous aviez des éléments d'inquiétude, que vous vous êtes adressé à l'établissement bancaire, et ça sera un commencement de preuve supplémentaire pour démontrer les abus qui ont été commis. Génial. Oui, merci. C'est-à-dire ce que vous dites, c'est que toute démarche est une preuve future. Oui, qui peut servir dans le cas où on monte un dossier. Exactement, donc il faut, parce que c'est vrai que ce sont parfois des infractions, là dans le cadre du testament, évidemment on a un testament, voilà, mais c'est vrai que ce sont des infractions quand même qui sont difficiles parfois à démontrer, donc tous les éléments de commencement de preuve qui peuvent être recueillis seront effectivement dans le cadre du procédure. Voilà. Oui. Merci infiniment Maître Trinquet de nous avoir éclairé sur ce sujet, excellente journée à vous. Merci. À bientôt. Merci. Alors Catherine, nous sommes ensemble jusqu'à 13h et tout de suite dans Il n'y a pas d'âge pour s'informer, je crois que nous allons nous intéresser à la hausse du prix des mutuelles qui ont augmenté de 40% depuis 2018. Et nous vous ferons entendre le coup de gueule que nous avons posé ce matin dans la matinale de Sud Radio. À tout de suite. À tout de suite. Sud Radio, il n'y a pas d'âge. Catherine Bully, David Arthur. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Merci d'être avec nous dans Il n'y a pas d'âge, votre émission tous les dimanches jusqu'à 13h sur Sud Radio. Et dans un instant, il n'y a pas d'âge pour pousser un coup de gueule contre le fait que des élèves, écoutez bien, d'une école à Marseille, ne peuvent plus aller en récréation ou faire du sport dans la cour de leur école parce qu'il y a des gens bien intentionnés vivant dans les immeubles autour qui jettent des déchets et des objets contendants par la fenêtre. Incroyable. Et tout de suite, dans Il n'y a pas d'âge pour s'informer, Catherine, on va essayer de comprendre ce qui justifie la hausse du prix de nos mutuelles. Absolument. Le tarif de nos mutuelles santé augmente régulièrement chaque année. Une hausse de à peu près 7% en 2023. Une hausse de 10% est attendue en 2024. Et cette hausse pourrait même atteindre 25% pour certains retraités, malmenant ainsi un pouvoir d'achat déjà bien diminué en raison de l'inflation. Alors, si le gouvernement et la sécurité sociale ont une part de responsabilité dans cette hausse... Ils ont une part de... D'accord. Absolument. Les organismes de complémentaires ont eux aussi une responsabilité majeure. Bonjour Maria Rouptsova. Bonjour. Bonjour. Alors Maria, vous êtes chargée de mission santé pour FC Que Choisir. 10% de hausse, c'est considérable, jusqu'à 25% pour certains retraités, n'en parlons même pas. Comment expliquer de telles progressions ? D'une part, il y a la sécurité sociale qui se décharge de certaines dépenses sur les complémentaires santé, par exemple les soins dentaires, qui depuis octobre 2023 sont pris en charge seulement à 60% par la Sécu alors que c'était 70% avant. Et donc ça, les complémentaires santé, pour payer ces remboursements, doivent augmenter leurs tarifs. Et là-dessus, ce serait bien que la sécurité sociale lance une concertation pour définir le
périmètre optimal des remboursements par l'assurance maladie et par les complémentaires, parce que ça a été décidé de manière complètement unilatérale et cette décision pèse directement sur la hausse des cotisations. D'accord. Et par ailleurs, les organismes complémentaires pourraient faire un effort sur les frais de gestion qui représentent 21% des cotisations, alors que pour la sécurité sociale, c'est 4% par exemple. D'accord. Ah oui, mais alors justement, cette hausse des frais de gestion qui est hallucinante, 21%, qu'est-ce que vous entendez concrètement? Ça concerne quoi? Alors, les frais de gestion, ça représente tous les frais donc des cotisations des adhérents qui ne leur sont pas reversés sous forme de remboursement, mais qui sont utilisés par les organismes complémentaires pour leur fonctionnement. Donc ça peut représenter leurs locaux, leurs salariés, les coûts de collecte des cotisations, les coûts de traitement des remboursements et aussi par exemple le marketing. Mais vous parliez de 25% pour certains retraités, enfin c'est considérable comme pourcentage. Ce sont des gens qui ont des revenus, on le sait, qui sont généralement plutôt modestes. Donc comment peuvent-ils s'en sortir? Comment peuvent-ils avoir une complémentaire aujourd'hui? Oui, des hausses de 25%, c'est un peu les pires cas qu'on a relevés, voire même 30% rarement. Donc dans ces cas-là, ce que je préconise, c'est regarder si on est éligible à la complémentaire santé solidaire, donc anciennement CMU, ça peut être le cas pour les petites retraites. Et si on n'est pas éligible, c'est possible toujours de résilier à tout moment sa complémentaire santé à partir d'un an d'assurance. Et donc on peut regarder ce qui se fait ailleurs. Par exemple, en utilisant un comparateur, il y a beaucoup de comparateurs gratuits qui existent en ligne. Et c'est possible de trouver l'offre la plus adaptée à ses besoins. Donc on peut voir si on est, si une fois la hausse prise en compte, si on est toujours sur un tarif raisonnable ou s'il est très au-dessus de la moyenne. Mais alors, pour vous qui avez une vue d'ensemble, parce que c'est un sujet que vous maîtrisez énormément, est-ce qu'on peut trouver concrètement des mutuelles aujourd'hui qui jouent le jeu et qui arrêtent de prendre 21% de ce qu'on verse pour offrir une voiture de fonction hors norme à un PDG ou des déjeuners d'affaires dans tous les sens? Alors oui, avec donc mes collègues, on a fait des devis sur une vingtaine d'organismes pour comparer les frais de gestion et effectivement ces frais de gestion varient du simple au triple. Donc les élèves les plus, enfin ce qu'on appelle les bons élèves, les organismes les plus vertueux ont uniquement 10% de frais de gestion, alors que dans les pires cas c'est 28%. Donc puisque ça varie du simple au triple, les organismes les plus dispendieux feraient bien de s'inspirer de ceux qui font davantage d'efforts. Et du coup, le problème, c'est que pour pouvoir comparer ces frais de gestion, aujourd'hui, il faut faire un devis. Et nous, à l'UFC Que Choisir, on demande à ce que ce soit obligatoire d'afficher ces chiffres, donc la part des cotisations qui revient aux adhérents sous forme de remboursement et les frais de gestion. Nous, on voudrait que ce soit affiché en accès public, par exemple sur les sites des organismes. D'accord, donc pour aider nos auditeurs, votre étude est en ligne sur le site du UFC Que Choisir. Oui, l'étude est en accès libre. Ben voilà. Merci Maria Roptsova pour ces explications et cet éclairage sur un poste, David, qui est important, parce que le budget santé, c'est important. C'est même primordial. Absolument. Alors, nous allons maintenant écouter un extrait du coup de gueule que nous avons passé ce matin contre le fait que des élèves, écoutez bien, d'une école à Marseille, ne puissent pas aller en récréation ou faire du sport dans la cour de leur école, parce qu'il y a des gens bien intentionnés qui vivent dans les immeubles autour et qui jettent des déchets, des objets contendants par la fenêtre. Il n'y a pas d'âge pour s'indigner. Bonjour David Arthur. Mais bonjour Jean-Marie Bordry. Vous nous emmenez à Marseille aujourd'hui. Et je vous emmène à Marseille pour pousser un coup de gueule contre une situation, mais alors complètement hallucinante, qui m'a été révélée par le journaliste Fabien Leduc de France Bleu Provence, à qui je tiens à rendre hommage pour son investigation. Depuis 2 ans, les élèves de l'école André Allard dans le 15e arrondissement de Marseille ne peuvent plus aller en récréation ou faire du sport dans la cour de leur école, car des gens bien intentionnés qui vivent dans les immeubles autour de la cour jettent des déchets et des objets contendants par leurs fenêtres. C'est incroyable. C'est complètement incroyable. Alors pour parler de ce véritable fléau, nous recevons Jacqueline Tahir, qui est représentante des parents d'élèves de l'école André Allard. Bonjour Jacqueline Tahir. Bonjour. Bonjour. Alors Jacqueline, quels sont, en plus des injures, les objets qui sont lancés sur les jeunes élèves et les enseignants de cette école élémentaire? On a divers objets. On a des oignons, des pommes de terre. On a eu des excréments, de l'urine. On a de la drogue, des pétards, un sabre, des médicaments. Vous avez eu, je crois, aussi des préservatifs usagés, si je dis pas de bêtises. Oui aussi. Alors, en gros, Jacqueline, pourquoi les habitants de ces immeubles jettent-ils des choses dans la cour?
D'après des témoignages, c'est peut-être à cause du bruit des enfants qui crient lors des récréations. Ça les dérangerait. Mais alors, on est d'accord que beaucoup de gens ont emménagé dans ces immeubles après la construction de l'école, et donc l'école était déjà ouverte. Hein. Oui. Oui. Est-ce que vous avez peur pour vos enfants face à cette situation ? Oui, bien sûr. Moi, j'ai peur qu'ils se prennent quelque chose sur la tête, ou bien qu'ils puissent avaler fait quelque chose, un médicament. Par exemple, j'ai des médicaments qu'ils prennent, ils avalent, ou même de la drogue. C'est très dangereux, tout ça. C'est incroyable. Juste une question. Ils ont quel âge ? De quel âge à l'école, ces enfants qui sont visés par les voisins De 3 ans à 10 ans. Et alors, est-ce que les enfants ont peur de cette situation ? Quel est leur état ? Oui, il y a des enfants qui ont peur. J'ai eu des témoignages des enfants qui ont peur de se prendre quelque chose sur la tête, qui sont désespérés de ne plus pouvoir jouer dans la cour normalement, faire le sport normalement. Pour reprendre une expression bien marseillaise, comment peut-on être assez fada pour jeter des pots de fleurs, des légumes, des oignons, des fruits, des couches culottes avec des excréments, des préservatifs usagés et même un sabre sur des enfants pendant qu'ils sont en récréation parce qu'ils font du bruit ? Pour reprendre l'expression d'un auditeur de Sud Radio que j'ai entendu hier, ils font quoi les pouvoirs publics ? Il fait quoi monsieur Benoît Payan, maire de Marseille ? Et elle fait quoi madame Nadia Boulinseur, maire du 15e arrondissement de Marseille, pour protéger des enfants et des enseignants et éviter que quelqu'un ne soit gravement blessé ? Je ne sais pas. Mais Benoît Payan et Nadia Boulinseur, bougez-vous, cela fait 2 ans que ça dure et si vous n'arrivez pas à régler ça, je ne vois pas ce que vous pouvez arriver à régler. Ben moi je dis, c'est dit. Restez avec nous jusqu'à 13h et dans un instant, dans Il n'y a pas d'âge, pour payer moins cher son électricité, vous allez découvrir des énergies 100% renouvelables avec Équateur, 5e fournisseur d'électricité en France. Et vous allez réaliser jusqu'à 14% d'économie sur votre facture d'électricité actuelle. Et dans Il n'y a pas d'âge pour conserver une belle peau cet hiver, découvrez les soins incontournables pour garantir éclat et souplesse à votre peau malgré les écarts de température. Et vous allez encore découvrir bien d'autres choses, dont notre coup de cœur, ou je devrais dire un hommage que nous allons souhaiter rendre à l'une de nos plus grandes chanteuses internationales qui tire sa révérence après près de 60 ans de chansons. Il s'agit de, mon cher David... Mais l'illustre Sylvie Vartan. À tout de suite. Sud Radio, il n'y a pas d'âge. Catherine Bully, David Arthur. Bienvenue dans Il n'y a pas d'âge sur Sud Radio. Nous sommes avec vous jusqu'à 13h. Et dans un instant, nous rendrons hommage à Sylvie Vartan, l'une de nos plus grandes chanteuses internationales, qui, tenez-vous bien, tire sa révérence après 60 ans de chansons. Et une dernière scène est prévue en novembre 2024. On vous dit tout. Absolument. Et enfin, il n'y a pas d'âge pour conserver une belle peau cet hiver. Vous découvrirez les soins incontournables pour garantir éclat, souplesse à votre peau, en dépit évidemment des écarts de température. C'est le cas en ce moment. Mais tout de suite, David, dans Il n'y a pas d'âge pour payer moins cher son électricité, vous allez nous faire réaliser une grosse économie sur la prochaine facture. Mais oui, Catherine, au moment où Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, vient d'annoncer une hausse des factures d'électricité des particuliers de 8,6% pour les tarifs de base et 9,8% pour les tarifs heure pleine, heure creuse, dès le début du mois de février, tenez-vous, donc c'est demain, eh bien nous avons eu à cœur de trouver une solution pour vous faire des économies. Et cette solution miracle s'appelle l'énergie verte et elle va vous faire réaliser 14% d'économie sur votre facture d'électricité prochaine. Pour vous faire découvrir cette solution, nous recevons aujourd'hui Julien Tchernia, le cofondateur d'Équateur, le 5e fournisseur d'énergie français, qui prône une énergie 100% renouvelable. Bonjour Julien Tchernia. Bonjour. Bonjour. Alors Julien, la France est le premier fabricant d'électricité en Europe et elle est obligée d'exporter et d'acheter en même temps de l'électricité à d'autres pays d'Europe. Une espèce de non-sens. Est-ce qu'à ce rythme, nous risquons d'avoir l'électricité la plus chère d'Europe ou le pire est derrière nous ? Alors, on a eu le pire, parce que justement, on n'a pas du tout été le pays qui produisait le plus en Europe. On a été au niveau européen en 2022 et 2023 catastrophique, puisque malheureusement l'outil de production principal était en rade, on va dire, c'est-à-dire les centrales nucléaires. Heureusement, là, ça repart, donc on se retrouve à nouveau dans une situation correcte au niveau de la production, bien inférieure à ce qu'on vivait dans les autres années, mais correcte. Et surtout, les Français ont diminué leur consommation avec l'explosion des prix, qui, avec l'explosion, avec l'augmentation, annoncée par Bruno Le Maire, on parle d'une augmentation de 45% en 2 ans. C'est quand même énorme. Et donc, nous, on voit que les Français ont diminué de 12% leur consommation. Et c'est ça qui permet d'équilibrer et à nouveau pour la France de devenir à nouveau, ce qu'elle a toujours été, là je vous rejoins,
un pays exportateur d'électricité, avec quand même des besoins d'import, parce qu'on est un pays qui a beaucoup développé le chauffage électrique et les chauffe-eau, et ça crée des pics de consommation. Donc on a besoin, en général à 19 heures, d'énormément d'électricité. Notre système n'est pas capable d'en produire, donc on va pendant quelques heures importer de l'électricité, alors que le reste de la journée, on va en exporter. Alors, Julien, au sein d'Équateur, vous favorisez l'énergie verte. Mais quand on dit énergie verte, en fait, ça consiste en quoi ? Et avoir un geste responsable pour la planète, c'est quoi exactement ? On va essayer d'être précis. Alors, nous, donc énergie verte, c'est un terme qui en fait signifie de manière scientifique énergie renouvelable, c'est-à-dire des énergies qui produisent de l'électricité à partir de ressources renouvelables à l'échelle humaine. Typiquement le soleil, le vent, l'eau. Donc nous, on a par exemple beaucoup d'énergie hydraulique. Et donc, deuxième point qui est important que les auditeurs comprennent, on va évidemment pas avoir un traçage des électrons entre le site de production et la maison du client, puisque le réseau reste le même et que tous les électrons se mélangent. Donc en fait, quand on parle, quand les fournisseurs parlent d'énergie renouvelable, ils parlent d'une traçabilité financière, c'est-à-dire qu'une partie de la facture va aller au producteur renouvelable qui a été sélectionné par le fournisseur ou choisi par le client. Si le client peut choisir, ce qui est le cas chez Équateur, il peut choisir sa centrale de production. Alors Julien, vous proposez au sein d'Équateur jusqu'à fin février une offre d'achat groupé qui propose une remise de 14% sur le prix du kilowattheure hors taxe par rapport au tarif réglementé. Comment faites-vous pour tenir ce prix ? Et puis surtout, si on souscrit à cette offre, est-ce qu'elle va durer dans le temps ? Elle va être effective longtemps ? Alors, donc comment on fait pour tenir le prix ? Tout simplement, il faut comprendre que chaque en fait, prix a quelque part sa formule derrière qui va dépendre du moment où on a acheté sur les marchés. Les tarifs réglementés de vente sur lesquels on se base en général pour se comparer, eux, sont une formule comme une autre qui est basée sur les prix des 2 dernières années. Comme on a eu des prix très chers ces 2 dernières années, ça fait un prix assez élevé. Alors que si on achète l'électricité maintenant, elle a beaucoup baissé, elle est revenue presque à son niveau d'avant-crise, on retrouve les prix d'avant et c'est ça qui nous permet, par un achat groupé, donc l'achat groupé, ça veut dire qu'on s'attend à une grosse venue de clients, donc on a pu acheter l'électricité maintenant et faire profiter tout le monde de cette baisse des prix sur les marchés. Et combien de temps ça va durer ? Non, pardon. Oui. Non, combien de temps ça va durer ? Donc on garantit cette réduction pendant 1 an. Oui. Et ensuite, un mois avant le renouvellement du contrat, on va proposer un nouveau prix. Et les clients, à ce moment-là, il faut qu'ils profitent de la concurrence. C'est à nous d'être les plus compétitifs à la fois au niveau prix et à la fois au niveau qualité de service pour qu'ils restent chez nous. Et sinon, de manière complètement gratuite, comme le marché l'impose, le client pourra aller prendre une autre offre s'il trouve l'herbe plus verte ailleurs, ce que je ne souhaite pas. Bon, waouh. Il n'y a pas de risque de coupure particulier. Enfin, l'électricité, elle va être acheminée par le même réseau. Oui, c'est très très bien organisé. En fait, rien ne change au point de vue physique. C'est le même réseau, c'est le même compteur. D'un point de vue, on va dire système, tout ce qui se passe, c'est que Équateur va dire à Enedis, maintenant ce compteur qui était par exemple chez EDF avant, maintenant c'est Équateur qui va le fournir et eux c'est juste une valeur dans une base de données qu'ils ont à changer. L'électricité ne change pas, le flux d'électrons n'est pas du tout impacté. D'accord, donc vous l'aurez compris, chers auditeurs, c'est très simple de changer de fournisseur d'électricité. Il suffit en l'occurrence, il suffit d'aller sur le www.equateur.fr. Alors Équateur, EKWATEUR.fr, donc www.equateur.fr, et vous allez découvrir tout ce qui se cache derrière l'énergie verte produite par ce distributeur, une énergie qui est bonne pour la planète, qui est bonne pour notre portefeuille, donc une aventure à tenter en restant chez soi. Merci beaucoup Julien Tchernia, pardon. Merci Julien. Et maintenant Catherine, nous allons continuer le dossier ouvert la semaine dernière pour bien protéger notre peau pendant l'hiver, et pour cela nous recevons la reine des neiges et impératrice de la beauté, Ariane Goldet. Effectivement. Bonjour. Bonjour à tous. La semaine dernière, nous nous sommes concentrés sur la peau du visage, les lèvres, qui nécessitent beaucoup d'hydratation et qui ont besoin d'être bien nourries. Autre partie du corps qui requiert une attention toute particulière, ce sont les mains, évidemment, très exposées, et le corps pour éviter la peau de crocodile, n'est-ce pas? Alors commençons par les mains. Ariane, notre rédactrice beauté préférée, comment doit-on choisir ses produits pour avoir des mains souples et bien hydratées? Eh bien, en fonction de l'état de ses mains.
Donc, si vous avez des mains qui vont à peu près bien, un petit peu sèches, vous me prenez une crème hydratante pour mains. C'est pour les peaux un peu irritées, les premiers froids. Et puis, vous prenez sinon une crème vraiment nourrissante si les mains sont très desséchées, parce qu'elle va nourrir en profondeur. Et sinon, vous prenez une crème réparatrice qui vraiment, quand on a des gerçures, des fissures, qui va vraiment être beaucoup plus épaisse. Et alors, moi, j'ai un joker. Vous voyez, toutes mes crèmes sont là. J'ai le joker de la saison. C'est CeraVe, qui est la pommade réparatrice intensive. Ça, c'est un produit qui fait lèvres, mains, corps, pieds, tout ce que vous voulez. C'est une pommade, donc c'est très épais. Moi, je m'en sers. Je les mets sur les lèvres tout le temps. C'est très, très gras. Ah non, mais c'est très, très gras. Mais moi, j'adore. Et donc, il y a de la vaseline, des céramides, de l'acide hyaluronique. Et c'est la grande mode. Alors, je vous explique sur les réseaux sociaux pour les jeunes. Ça s'appelle le slugging. C'est-à-dire que les jeunes filles qui ont la peau très sèche, qu'est-ce qu'elles font? Elles se démaquillent complètement le soir. Elles mettent la peau à nu. Et elles prennent des formules comme ça, à base de vaseline ou de la vaseline pure qu'on achète en pharmacie. Elles le mettent en masque et elles gardent ça toute la nuit. Et le matin, vous avez une ravissante peau. Tout ça pour la vaseline, ça coûte entre 3 et 5 euros. Ça coûte 9 euros ou 10 euros. C'est pas le produit le plus cher. Si on essaye de les embrasser pendant la nuit, ça glisse. Ah, mais c'est pas fait pour ça. Ah, d'accord. Alors, concrètement, donc il faut appliquer ces crèmes-là la nuit pour qu'elles puissent pénétrer en profondeur. Oui, alors pour les mains, il y a un petit souci parce qu'il ne faut pas que ce soit trop gras dans la journée, sinon c'est pas agréable. Donc, ce que vous faites, c'est que vous prenez une crème pas trop grasse dans la journée, vous la mettez sur le dos de la main, une noisette sur le dos de la main, et vous frottez avec le dos de la main. Ça, c'est pour la journée. Le soir, vous pouvez prendre la même crème, vous en mettez plus, ou une crème plus grasse. À ce moment-là, vous en mettez partout sur les mains, vous massez bien l'intérieur, l'extérieur, les doigts, les cuticules, c'est très important, et vous remontez jusqu'aux avant-bras. Voilà, il y a deux timing, si je puis dire. D'accord, là on parle des mains, donc une surface relativement petite. Voilà. Mais quand on prend les produits pour le corps, ça va quand même très très vite. Alors, pour le corps, déjà, hydratation, nutrition, matin et soir. En hiver comme en été, c'est le geste numéro 1. D'accord. Le matin, il faut plutôt un lait pour que ça pénètre vite. Alors, je vous ai trouvé Aven, Zeracalme. Vous avez habillage express, pas cher. Alors ça va très bien. Vous prenez une formule assez fluide le matin. Par définition, là, vous avez du cray aussi, ça va assez vite. Et puis, si vous avez une peau très sèche et vraiment des problèmes, vous avez des formules plus épaisses, plus nourrissantes, La Roche-Posay Lipicarbaume, Ex-Omega Aderma. Et là, ça répare, en plus. Alors, non seulement ça répare, mais c'est surtout très important anti-grattage. Parce que quand vous avez une peau sèche, vous avez quelquefois légèrement de l'eczéma, ça pique, ça tire, ça gratte, même ça réveille la nuit. Donc le soir, vous vous enduisez de l'anti-grattage pour bien dormir. Alors moi je vais poser la question qui fâche. Quand on choisit une crème, est-ce qu'il y a une réelle différence d'efficacité entre celle de marque de luxe très très chère et celle bon marché? Non, attends, sur ce type de crème, pour les mains ou même pour le corps, ce sont des produits très hydratants. Maintenant, les grandes marques de luxe rajoutent des actifs anti-âge, beaucoup des parfums, c'est très joli, c'est très bien emballé. Mais vous avez des marques en grande surface, notamment par exemple Nivea et Mixa. Mixa vient de sortir des pots de 150 ml à 3,25 € pour le corps, c'est très bien. Vous achetez ça et en pharmacie, vous êtes toujours sûr d'avoir, même en grande surface aussi, des formules qui sont faites avec peu d'ingrédients. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit, les peaux sèches sont très fragiles, très réactives. Ouais. Donc si vous collez des parfums, des huiles essentielles, des machins, vous risquez d'avoir des allergies. C'est pas bien. Donc il faut prendre des formules testées dermatologiquement, sécures, simple et en mettre souvent avec générosité. Voilà le secret. Comme dit Jennifer Lopez, ce qui compte c'est régulier. Voilà. Exactement. Il y a Jennifer Lopez et Ariane Goldet qui le dit. Voilà, exactement. Bon, écoutez, merci Ariane. Nous voilà parés pour l'hiver. Hydraté, protégé, nourri. Et maintenant, Catherine, je crois qu'il est temps que vous nous fassiez découvrir votre coup de cœur de la semaine. Mais c'est plus qu'un coup de cœur, mon cher David. C'est un hommage que nous voulions rendre à Sylvie Vartan qui a déclaré cette semaine tirer sa révérence et se produire pour la dernière fois sur scène en novembre, les 8, 9 et 10 novembre au Dôme de Paris. Alors, c'est une tournée d'adieu, une jolie façon de retrouver, de remercier son public pour toutes ces années d'amour et de fidélité. 60 ans de chansons, 60 ans de tubes qui nous ont bercés, accompagnés, fait danser. Ces 3 jours de concert seront
empreint de tristesse forcément et de beaucoup d'émotions pour elle comme pour nous. Alors, Sylvie Vartan veut choisir son départ de la scène. Elle le dit, il faut savoir partir. Et nul doute que Johnny veillera sur elle pendant toute cette tournée d'adieu. Donc, une prévente des billets a été lancée vendredi dernier. Et dès mardi prochain, vous pourrez à nouveau tenter votre chance pour acheter vos places et dire au revoir à celle qui fut la première française à jouer du rock, à partager la scène avec les Beatles, une artiste complète qui sait chanter, qui sait danser, qui l'a fait partout dans le monde. Elle a quand même vendu 40 millions de disques. C'est incroyable, un incroyable succès. Nous serons là pour la soutenir, l'accompagner lors de cette tournée les 8 et 9, 10 novembre prochains au Dôme de Paris. Et nous sommes ensemble jusqu'à 13h et dans un instant, nous allons vous emmener au théâtre pour découvrir une pièce cynique et mordante sur les coulisses de la politique et plus particulièrement sur l'ascension des politiciens énarques. Et Didier Barbelivien viendra nous faire découvrir son nouveau roman et nous parler de son 70e anniversaire qu'il fêtera le 10 mars prochain sur la scène des Folies Bergères. Sud Radio, y a pas d'âge. Catherine Bully, David Arthur. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Merci d'être avec nous dans Y a pas d'âge, comme chaque dimanche jusqu'à 13h sur Sud Radio. Avant de retrouver notre invité de la semaine, Didier Barbelivien, qui vient nous faire découvrir son nouveau roman et nous parler de son 70e anniversaire qu'il fêtera le 10 mars prochain sur la scène des Folies Bergères, je crois, David, que vous nous emmenez au théâtre. Mais je vous emmène au théâtre, Catherine. Alors installez-vous bien dans votre fauteuil ou dans votre canapé. Je vous emmène à la Comédie de Paris découvrir Le Prix de l'Ascension, une pièce cynique et mordante sur les coulisses de la politique et surtout sur l'ascension des jeunes politiciens énarques. Et pour vous faire découvrir ce pur moment de plaisir que nous avons eu avec Catherine hier soir, nous recevons aujourd'hui l'un des deux auteurs et interprètes, Victor Rossi. Bonjour Victor Rossi. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors Victor, on a un peu la trouille avec Catherine d'en dire un peu trop. Alors, quel est le pitch, quel est le pitch de la pièce, Victor ? L'histoire de la pièce, elle est finalement assez simple. On rencontre deux personnages qui sont en train de passer le grand oral d'admission à l'ENA, à l'époque où cela existait encore. Il y a un personnage qui est fils de haut fonctionnaire, lui-même fils de préfet, fils de, qui se trouve être une grosse feignasse et qui pense que papa le placera en temps et en heure en 2 coups de fil dans un parti politique. Voilà. Et il y a un autre personnage, qui est celui que j'interprète, qui vient d'un milieu plus modeste, qui n'est pas parisien, qui n'a pas les codes, qui est fils d'assureur en province, et qui par contre travaille énormément, est brillant, et il croit qu'il peut changer le système de l'intérieur en travaillant suffisamment. Et ces deux personnages vont devenir copains, et on les suit sur leur parcours croisé en politique, avec leurs responsabilités qui changent pendant 25 ans. Bah écoutez... Et aussi avec leur profil qui change. Qui évolue. Bien sûr, parce qu'effectivement, Laurent, le fils de haut fonctionnaire, son père va décider de lui faire un petit peu les genoux et de l'envoyer à la rencontre du vrai monde. Donc il va aller faire ses armes dans la Creuse, dans ce centre de la France qui a vu tant de présidents monter ensuite par la suite. Et ensuite il va réussir à revenir sur Paris. Moi, mon personnage, il va passer plutôt dans les grands corps administratifs. Il va passer à la Cour des comptes et ensuite dans des responsabilités plus importantes que pour le bien de la pièce, je ne peux pas nommer tout de suite. Et on retrouve ces personnages, par exemple, 15 ans après, qui sont capables d'aller boire un café ensemble avant de s'insulter sur un plateau télé. Qu'est-ce que vous avez voulu montrer en fait à travers ces deux profils qui sont si différents au départ mais qui finalement vont devenir de plus en plus similaires? Ce qu'on a voulu montrer, c'est que déjà il y a des profils différents qui peuplent ce monde-là, puisque on a tendance à réduire tous les hommes politiques à une seule caste, mais ils viennent souvent de profils assez variés, pareil pour les énarques, oui. Et on a voulu montrer surtout plusieurs choses. Il y a le pouvoir de la communication, c'est-à-dire à quel point ces gens-là mettent un masque médiatique dès qu'il y a une caméra qui s'allume, ça devient des personnages différents. Et qui sont derrière ça, qui sont les hommes derrière le masque et qui sont les motivations, à quoi ils ressemblent ces gens-là finalement quand on éteint la caméra et qu'on rentre dans leur salle de bain. Alors, Victor Rossi, vous interprétez Brice, qui est donc le provincial monté à la capitale. Il rentre à la Cour des comptes et à un moment donné, il nous sert un exposé sur le fonctionnement des subventions à la culture et au théâtre complètement dingue. Qu'est-ce qu'il dit en substance ? Oh, il n'est pas complètement dingue, c'est un rapport de la Cour des comptes 2014 sur lequel le texte est basé. Alors il y a eu certaines modifications depuis,
mais il dit en substance qu'il y a énormément d'argent, et le problème c'est pas tant qu'il y ait cet argent-là, c'est qu'il n'est pas utilisé, à des fins, comment dire, toujours parfaitement justifiable. C'est comme dans beaucoup de vieux corps, il y a des vieux reliquats, il y a des vieux trucs qui existent. Je pense notamment à la prime de pantoufle, qui est une prime, la prime de Charentaise, qui a vraiment existé, qui existe vraiment, et c'est juste qu'elle a jamais été supprimée, jamais intégrée dans un salaire global, comme ça a été le cas dans plein d'autres corps de métier. Mais donc il y a encore des gens qui percevaient à l'époque, en tout cas, une prime de Charentaise. Oui, ça. Alors le texte est très précis, très documenté. Pour l'écrire, cette pièce, en fait, vous vous êtes inspiré de politiciens énarques en particulier. Quelles ont été vos sources d'inspiration ? De la documentation, beaucoup. C'est-à-dire qu'on a passé 10 mois de nos vies à passer des coups de fil à des élus de petites et de grandes communes, à lire justement des rapports divers, que ce soit de la Cour des comptes ou d'autres organismes, à aller rencontrer des assistants, des attachés parlementaires. Et après, pour ce qui est des personnages et de certains de leurs traits de caractère, et notamment du storytelling, de l'histoire qui se raconte, on est allé s'inspirer de présidents de régions, je pense à la région Rhône-Alpes, je pense à d'autres régions, et on allait s'inspirer effectivement on a fait une sorte de medley, un pot pourri des histoires que généralement les hommes politiques peuvent nous servir et à quel point ils aiment se raconter. Alors moi en 2 mots, bravo, parce que la pièce est cynique, elle est mordante, elle est apolitique, elle est drôle. Vous nous faites rire en même temps quand on écoute vos propos et le travail que vous avez fait de défrichage. On est horrifié par ce qui se passe dans les arcanes de la politique. Voilà, vraiment, je trouve, j'ai pas d'autres mots, que vous signez une des pièces les plus essentielles de cette rentrée 2024. Oui, il veut même emmener les lycéens vous voir. Moi, je pense que la pièce devrait être obligatoire pour que les lycéens la voient avant de s'engager ou d'avoir une idée pour qui voter. Elle a évolué un petit peu, la pièce, depuis 2 ans ? Eh ben, on a cette chance-là de nous très très peu changer de choses. C'est-à-dire qu'on change vraiment de temps en temps une phrase à la marge, mais c'est souvent l'actualité qui nous rattrape, beaucoup plus que l'inverse. J'imagine. La pièce, elle a été écrite il y a un petit moment. Et non, c'est eux qui nous rattrapent. Nous, on a coutume de dire que dans la grande lessiveuse de la politique, il y a quand même toujours une chaussette sale. Et quand elle ressort, on est assez content parce que nous, on ne fait pas d'efforts pour les suivre. C'est eux qui sont dans notre roue. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Victor Rossi. Donc, je vous le redis, courez vraiment voir à la Comédie de Paris. Oui, ça vaut la peine. Voilà, le prix de l'Ascension, c'est du mercredi au samedi à 21h et en matinée les samedis et dimanches. C'est drôle, cynique, mordant, apolitique, et ça nous prouve que l'on est vraiment entre les mains de barjots qui ont une vision à très court terme pour la nation et à très long terme pour eux. Merci Victor. Merci. Merci à vous. À bientôt. Et maintenant, David, comme tous les dimanches sur Sud Radio, nous avons l'immense plaisir de recevoir notre invité. Aujourd'hui, il s'agit du parolier le plus prolifique de sa génération. Alors si je vous dis qu'il a écrit « Petite fille du soleil » ou bien « Est-ce que tu viens pour les vacances » ou bien « À toutes les filles que j'ai aimées avant ». De qui parle ? Mais vous parlez de Didier Barbelivien, Catherine. Évidemment. Bonjour Didier Barbelivien. Bonjour vous deux. Non mais elle chante, c'est vrai qu'elle chante bien. Oui, elle a un petit chat aujourd'hui dans la gorge. Elle a un petit chat dans la gorge, donc elle ne peut pas y aller carrément. Alors Didier, vous avez une double actualité en ce moment parce que le 7 février sort votre roman d'amour La seule façon d'aimer, et le 10 mars, le jour même de votre 70e anniversaire, vous serez en concert aux Folies Bergères pour les fêter. Enfin, il y a un truc dont je suis responsable, c'est le roman. Oui. Et de mon anniversaire, ça, j'en suis moins responsable. Oui, mais le spectacle, vous allez... Alors moi, je voudrais savoir, Didier, qu'est-ce que vous nous avez préparé comme surprise pour cet événement ? En fait, il y aura juste... ce sera une surprise pour le public, ça l'est moins pour moi. Moi, régulièrement, je change les titres de mes chansons sur scène. Ce qui fait qu'on peut venir me voir plusieurs fois, on n'entend pas les mêmes trucs. C'est bien ça. Mais là, je vais mettre des chansons que je chante peu, voire même que j'ai jamais chanté sur scène. Et est-ce que vous allez avoir des copains qui viennent vous rendre visite ? Non. Tout seul. Et mes copains, ils sont comme moi, ils sont dans la salle et ils attendent de boire un coup dans ma loge. Mais alors, vous avez écrit
plus de 2000 chansons, Didier. Comment faites-vous pour choisir celles que vous allez interpréter sur scène? Et est-ce qu'il y en a que vous n'avez plus du tout envie de chanter? Il y en a que... En fait, j'aime bien chanter d'une manière générale. Hein. Je chante depuis que j'ai 7-8 ans. Moi, j'aimais la chanson très vite. Les chansons que je choisis, c'est vraiment au gré de mon humeur. Il m'arrive de bouger les chansons à 18h à la balance en faisant la répétition. Vous voyez, pour vous dire... En fait, moi, je chante comme on va au restaurant. Est-ce que quand on va au restaurant, on mange toujours la même chose? Non. Non. Vous regardez la carte suivant le restaurant. Et vous choisissez au dernier moment. Exactement. Vous choisissez vos plats. Moi, je fais pareil. Alors, il paraît que c'est votre père, vous venez de le dire, à 7-8 ans, qui vous a donné cet amour du musical, cette envie de chanter quand vous l'écoutiez fredonner et chanter dans le camion en allant faire les marchés ensemble. Eh ben, c'est absolument vrai. Et alors, quelle chanson? On avait une radio, mais vous voyez... la radio de l'époque, quoi, qui était fixée dans le truc et franchement qui avait un son mais pourri de chez pourri. Et il chantait, mon père, il aimait les chansons de variété, toutes les chansons de variété. Alors quel chanteur il vous a fait découvrir? Johnny Hallyday, Lenny Escudero, Enrico Macias, Claude Nougaro, Jean Ferrat, vous voyez? Alors Ferrat, je crois que c'est votre maman qui était fan de Ferrat. Ouais, mais mon père aussi. D'accord. Ma mère, elle aimait beaucoup Enrico Macias aussi. Et alors, parmi tous ces tubes et toutes ces chansons que vous avez écrites, est-ce qu'il y en a une ou deux qui font partie du top 3, qui résonnent en vous particulièrement, que vous aimez tout particulièrement? Oui, et moi, je chante ce que j'ai écrit pour Gérard Lenormand. Ça reste une chanson émotionnellement, pour moi, puissante. Oui. Comment... Elle m'oublie, que j'ai écrit pour Johnny. Oui. Très belle chanson. Oui, La rivière de notre enfance, que j'ai fait de Sardou et Garou. Ça reste une chanson émouvante pour moi. Elle, que j'ai chantée moi, je l'aime encore beaucoup. En fait, j'en aime encore beaucoup. Et puis tellement d'autres chansons des autres que le public peut découvrir, me voir les interpréter. Oui, il peut vous redécouvrir. Il est du bien en train de chanter les autres. Oui. Alors, vous sortez le 7 février chanter les autres. Ah, on va y revenir. Vous sortez le 7 février un nouveau roman, Didier, qui s'appelle La seule façon d'aimer. Où est-ce que... À nouveau, vous êtes gentil de faire Rouge... le dernier que j'ai écrit. Rouge Cabriolet. 33 ans. Rouge Cabriolet, oui, en 91. Bon, alors un nouveau roman, je le dis, je l'affirme. Où est-ce que vous avez décidé de nous emmener en voyage cette fois-ci et pour tenter de découvrir quoi? Vous allez voyager un peu à travers l'Angleterre, à travers la région parisienne, à travers les États-Unis. Mais c'est pas ça le plus important. Vous allez surtout découvrir un personnage de femme qui est une amoureuse folle, c'est-à-dire elle aime jusqu'au bout, dans un état d'absolu assez dingue, assez invraisemblable. C'est pour ça que je dis dans l'exergue du roman que rien n'est vrai là-dedans sauf les sentiments. C'est-à-dire que cette femme va aimer comme on n'aime pas. C'est-à-dire jusqu'à la folie d'aimer, comme le dit Françoise Sagan. Et que je cite à un moment pareil au début du roman. Est-ce que vous l'avez rencontrée, cette femme, ou est-ce que vous l'avez fantasmée? Je l'ai fantasmée, les deux. Les deux, mon colonel, c'est-à-dire que j'aime ces femmes qui sont des folles d'amour, quoi, comme était Émilie Brontë, des filles qui se brûlent à la passion amoureuse. Françoise Sagan était comme ça aussi. Et disons qu'elle est un portrait, oui, de quelques femmes que j'ai connues, mais c'est des petites touches. Et je dirais même, à l'instar de Flaubert qui disait Madame Bovary, c'est moi. Il y a des jours, je suis tenté de dire Jennifer Jones, c'est moi. Donc c'était important de l'écrire parce qu'en chanson, c'était pas possible de le faire en chanson. Non, le livre il fait 350 ou 360 pages. Je sais plus. Non, ça pouvait pas. Et puis,
il y a un truc de merveilleux dans le roman, c'est que vous avez le temps de fouiller le caractère de votre héroïne et de la confronter à des situations tellement, imprévisibles qu'elle va montrer des traits de son caractère aussi imprévisibles pour le lecteur. Oui, et moi j'irais plus loin, Didier, je dirais que c'est un livre qui devrait être remboursé par la Sécurité sociale parce que ça va permettre aux hommes de comprendre les femmes. Ah là, vous me faites très plaisir parce que moi j'adore me glisser, je l'ai fait tant de fois dans ma vie pour les chansons, dans la peau des femmes. Par exemple, quand je voyais le regard de Dalida ou de Sylvie Vartan ou de Patricia Cass s'éclairer parce que j'avais écrit une chanson qu'elle ressentait vraiment, j'étais payé par avance. Bien sûr. Bon, on va se quitter sur cette belle déclaration d'amour pour ces chanteuses. Voilà, je vous remercie de m'avoir reçu. Didier. Merci toutes ces chansons, Merci. ces magnifiques chansons. Bonne journée à vous. Merci beaucoup Didier. Je rappelle donc que le 7 février sort votre roman d'amour La seule façon d'aimer aux éditions Fayard et que le 10 mars vous fêtez votre 70e anniversaire sur la scène des Folies Bergères. Il reste encore quelques places, mais vraiment quelques places. Dépêchez-vous pour ne pas rater cet événement qui n'a lieu qu'une seule fois dans une vie. Absolument, on va y courir. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Avec David, nous vous souhaitons de passer un bon dimanche, une bonne semaine à l'écoute de Sud Radio. Et on se retrouve dimanche prochain à 7h49 dans la matinale de Jean-Marie Bordry, l'excellent Jean-Marie Bordry, pour notre chronique Y a pas d'âge, pour pousser un coup de gueule. Et entre 12h et 13h, avec plein de rendez-vous et la pétillante Catherine Bully. Bon dimanche à tous. N'en faites pas trop, bon dimanche. Sud Radio, Y a pas d'âge. Avec Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971. Cochonou, un petit bout de chez nous.